Qui de Sony, Canon ou Panasonic est aujourd'hui la meilleure marque en termes de caméra? C'est ce qu'on a voulu tester, vous allez voir que potentiellement les résultats vont vous surprendre. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, une vidéo qu'on prépare depuis pas mal de temps maintenant. On va comparer les 3 plus grosses marques de caméras hybrides au monde, à savoir Canon, Sony et Panasonic. On va les comparer dans plusieurs catégories différentes, l'autofocus, la montée en ISO, les couleurs, etc. Pour ce test, j'ai pris les 3 boîtiers hybrides middle gamme de chaque marque. Alors quand je dis moyen de gamme, c'est les boîtiers on va dire pro, semi-pro. C'est aussi les boîtiers les plus vendus, donc forcément ça va parler à pas mal de monde. On a donc le Panasonic S5 Mark II, qui est du coup le plus récent. En face, on a le Canon R6 deuxième génération. Et pour finir, le Sony A7 IV. J'ai pu tester ces 3 boîtiers sur différents tournages, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo pour chacun d'entre eux, mais j'ai un peu voulu les comparer entre eux pour voir justement qui était le meilleur. Alors on va fonctionner avec un système de points, on a une quinzaine de catégories différentes, et pour chaque catégorie on va attribuer 3 points au premier, 2 points au deuxième et 1 point au dernier. À la fin on additionne tous les points et on va voir qui est sur la première marche du podium. Alors disclaimer maintenant, c'est important. Déjà oui, j'ai choisi uniquement Canon, Panasonic et Sony, j'aurais pu en prendre d'autres, j'aurais pu prendre Nikon, j'aurais pu prendre Fuji, mais j'ai un peu voulu me concentrer sur, on va dire, les 3 plus gros selon moi, qui sont aussi les boîtiers quasiment les plus vendus. Et c'est surtout c'est ces boîtiers-là que j'ai pu tester pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. De plus, je précise que je suis absolument pas ambassadeur d'une de ces 3 marques. Oui, je collabore avec eux pour certains produits. Maintenant, j'ai pas plus d'affinité avec un plutôt que l'autre. Et pour le coup, ce test a bien pour but d'être le plus objectif et le plus, on va dire, neutre possible avec les résultats obtenus. Ensuite, je vais vous présenter nos tests avec nos résultats. Peut-être qu'il y avait mieux à faire, peut-être que vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi et c'est normal, mais c'est notre manière de voir les choses et notre appréciation. Retenez bien que je vais souvent employer les noms Panasonic, Canon et Sony. Alors, je parle bien des boîtiers que je vous ai présentés en début de vidéo. Donc, dans tout ce qu'on va voir avec les résultats, etc., faut pas généraliser. C'est bien sur les 3 boîtiers qu'on a vus juste avant. Alors, on commence avec la première catégorie, les specs. Alors déjà, si on commence avec le capteur, vu que y a quand même une petite différence, le Sony A7 IV a un capteur plein format de 33 mégapixels, là où le Canon et le Pana ont un capteur plein format de 24 mégapixels. Mais en vidéo, on a un suréchantillonnage de 7K vers de la 4K pour le Sony, là où Canon a entre guillemets seulement de la 6K vers de la 4K, à la différence du Pana qui lui n'a pas de suréchantillonnage. On verra d'ailleurs s'il y a une différence ou pas tout à l'heure. Donc premier A7 IV, deuxième R6 Mark II et la dernière place pour le S5 Mark II dans cette catégorie. Ensuite, si on parle de codec vidéo, sans surprise, le Lumix S5 II a une liste de codecs longue comme le bras. Mais dans les grandes lignes, on peut faire jusque de la 6K à 25 images par seconde en interne. On a également de la 4K jusqu'à 50 images par seconde comme Canon et Sony. Par contre, entre Canon et Sony, je trouve que Sony laisse un peu plus de choix dans les codecs, notamment avec du All-Intra ou du Long-Op, là où Canon propose assez peu de choix, le meilleur étant de l'IPB, ce qui est déjà quand même pas mal et je dirais peut-être même largement suffisant, mais on a quand même moins de choix. À noter qu'on peut faire du ProRes 6K RAW en externe sur le Canon avec un Atomos, mais bon, ça reste en externe, donc c'est un peu différent. Donc première place pour le Pana, deuxième pour Sony et troisième pour Canon côté codec. Avant de parler de photos, je voulais aussi aborder le sujet du crop. Quand on utilise de la 4K 50 chez Canon, on a 0 crop, ce qui veut dire que notre cadre bouge absolument pas quand on passe de 25 à 50 images par seconde. À l'inverse de Sony et Pana qui, quand on passe en 4K 50, applique un crop de 1,5, donc notre focale change complètement le plan. Ça me paraissait assez important de le mettre dans une catégorie précise parce que pour beaucoup, ça va être un deal breaker. Donc Canon prend les 3 points car pas de crop et 2 points pour Sony et Pana avec leur crop APS-C en 4K 50. Alors oui, quand il y a une égalité, du coup je donne le même nombre de points aux deux qui sont similaires. Côté photo, on va parler des capacités, notamment rafale pour les comparer. Le Sony A7 IV peut photographier 10 images par seconde en obturateur mécanique et électronique, qui est déjà pas mal et on va dire assez suffisant pour beaucoup. Mais le Lumix fait du 9 images par seconde en mécanique et 30 en électronique, ce qui est quand même un autre niveau. Sauf que il se fait un petit peu dépasser sur cette catégorie par le Canon qui propose lui du 40 images par seconde avec un obturateur électronique et 12 en mécanique, ce qui est quand même énorme. Donc Canon prend logiquement les 3 points ici, suivi de Panasonic, puis Sony. Parlons maintenant de la qualité d'image, je pense que vous comme moi c'est un critère qui vous intéresse pas mal. Alors déjà, on va se faire un petit jeu. À votre avis, sur toutes les vidéos que vous allez voir,
qui est le Sony, qui est le Pana et qui est le Canon. C'est un peu là où on se rend compte en fait que c'est pas si évident que ça de voir en fait la différence entre les marques. Ah oui, alors pour info, tout a été filmé en log avec la lutte de conversion de la marque sans retouche. Donc si on commence un peu plus en profondeur l'analyse, notamment avec le piqué d'image, alors attention aux épileptiques, mais j'ai fait un test de piqué on va dire assez classique et honnêtement c'est plutôt similaire. Faut vraiment zoomer à 300% pour voir une différence. Le Sony ayant plus de mégapixels, forcément on va voir un peu plus la différence. Vu qu'on est sur de la 4K oversamplée qui vient de la 7K, c'est normal qu'on ait plus de détails avec le Sony. Donc forcément c'est plus net que Canon et Pana qui ont entre guillemets seulement de l'oversamplé en 6K. Mais bon, à part zoomer vraiment dans l'image, je vois pas tant que ça la différence. Mais Sony remporte le point de la catégorie. Et je donne forcément la deuxième place à Canon et Panasonic à égalité, qui me semble à peu près kiff-kiff sur les différents tests que j'ai pu faire. À savoir que l'argument du piqué et de la netteté va déjà fortement être impacté par l'objectif que vous utilisez. Et bon, plus on avance, plus les boîtiers et objectifs sont nets de manière limite chirurgicale, limite un peu trop. Et en vidéo, c'est tout sauf sinoche d'avoir un sujet qui est bien trop net. Donc bon, c'est pas réellement un avantage d'être hyper sharp en vidéo. Après, on peut toujours mettre un filtre MIS histoire d'adoucir un petit peu cette netteté, mais c'est une catégorie que perso je me soucie assez peu pour la vidéo. Après ça reste quand même important la netteté pour beaucoup, donc forcément Sony prend les points là-dessus. La plage dynamique maintenant, c'est la manière dont la caméra récupère les infos dans les hautes et dans les basses lumières, critère très important pour garder un maximum de détails dans notre plan, surtout en situation de fort contraste lumineux. Alors sur le papier, Canon annonce 13 stops de dynamique en C-Log 3 sur son R6 II, Sony 15 stops avec son S-Log 3 et Pana 14 stops avec son V-Log. Donc forcément les 3 points vont à Sony, suivi de Pana et enfin Canon. Perso je trouve qu'on voit pas mal la diff, notamment avec Sony quand on regarde un petit peu dans les nuages. On voit quand même qu'il récupère un peu plus d'infos. Mais bon, je dirais qu'il y a assez peu de situations où vraiment on voit une différence. Mais quand même, je trouve que Canon est moins bon par rapport aux deux autres dans cette catégorie. Ça reste acceptable, mais il faut quand même le savoir. Les couleurs maintenant, c'est là où je pense que je peux me mettre dans la sauce. Alors, cette catégorie, ça dépend beaucoup des goûts de chacun. À savoir que tous les rushs ont, je le rappelle, les mêmes réglages, la même balance des blancs, sans filtre ND, etc. On a choisi de tester les profils log de chacun, vu que c'est celui en général que les gens vont utiliser le plus, surtout si on veut la meilleure qualité d'image. Et ensuite, j'ai utilisé les luttes de conversion de chaque marque sur leur site officiel. D'ailleurs, petit point négatif à Canon qui sont très compliqués à trouver leur lutte de conversion. Et pour finir, je n'ai appliqué aucune correction exprès pour justement voir ce que ça pouvait donner. Alors ce qu'on voit directement, c'est que Sony a tendance à avoir une teinte un peu plus jaunâtre vert, surtout sur les teintes de peau. C'est quelque chose qui a été quand même pas mal corrigé par rapport aux anciens modèles, mais je trouve que ça se voit encore. Là où Pana a une touche un peu plus rosée, je dirais, sur la couleur de peau et dans les tests que j'ai pu faire. Et Canon a une teinte un peu plus chaude qui, je trouve, est assez agréable. Un truc qui est assez marrant aussi, c'est qu'en fonction des couleurs, ça réagit pas de la même manière. Sur le test de la voiture, on voit que le Pana est un peu plus désaturé que les autres, alors que le plan avec ma veste rouge, on voit quand même que c'est le Pana qui est quand même bien plus saturé, surtout dans les rouges. Donc tout dépend de la situation, de la lumière, les boîtiers aussi réagissent différemment, ainsi que les logiciels. Là d'ailleurs, pour info, j'ai testé les rushs sur DaVinci, sur Premiere Pro et sur Final Cut, histoire de voir s'il y avait des différences, mais tous les résultats étaient quand même plutôt similaires. Après, tout peut se rattraper en post-prod, mais c'est intéressant de voir justement à quoi ça peut ressembler juste avec une lutte de conversion. Alors oui aussi, je vous ai demandé sur Instagram laquelle était votre préférée sans savoir quelle image appartient à quelle marque. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram, on essaye assez souvent de vous faire participer aux vidéos, donc ça peut toujours être sympa. Et ce qui est assez drôle, c'est que vous avez été le plus nombreux à choisir le Canon, suivi du Sony, puis Pana. Bon alors après, c'était sur une story, donc pas hyper évident non plus de voir sur un téléphone avec le petit écran. Mais perso, je trouve que les couleurs Sony ont un peu trop cette couleur jaunâtre et ça me gêne un peu. Je vous avoue avoir une petite quand même préférence sur les couleurs du Pana, notamment sur les teintes de peau qui je trouve sont plus naturelles. Mais bon, Canon reste aussi très agréable à regarder, donc je vais dire ex aequo pour Canon et Pana. Et donc Sony en deuxième position. Encore une fois, c'est surtout les goûts de chacun. Perso, j'aurais mis Pana en premier. Mais bon, j'ai aussi fait avec les avis que j'ai pu récolter auprès de vous. C'est vraiment une histoire de goût et de préférence de chacun. Maintenant, je trouvais que Canon et Panasonic sont quand même les plus fidèles à la réalité quant aux couleurs. Avant de vous parler des tests d'autofocus, d'ISO et de tous les autres, vous devez vous en douter, mais une vidéo comme celle-ci,
ça prend beaucoup de temps à faire. Et je vais pas vous le cacher que c'est grâce aux partenaires de la chaîne qu'on peut faire ce style de vidéo. Donc laissez-moi vous parler rapidement du sponsor de la vidéo qui est Artlist. Artlist, vous le savez, je vous en parle assez régulièrement sur la chaîne parce que pour moi c'est l'outil parfait tout en un du vidéaste. On a de la musique avec un très large choix, des sound design pareil vraiment quali et plutôt complet. Et depuis peu, il développe pas mal la partie motion design, template et plugin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Artlist, vous pouvez couvrir tout ce que vous avez besoin pour votre montage, en commençant par la musique dans votre vidéo, très important. Ensuite, on a aussi des vidéos libres de droit pour ajouter des plans dans votre montage. On a des bruitages pour rendre la vidéo plus immersive et enfin du motion design pour habiller la vidéo. Donc en fait, sur le papier, on a besoin de rien d'autre pour dynamiser notre vidéo. Vous avez actuellement plusieurs abonnements en fonction de ce que vous avez besoin. Je vous conseille fortement de prendre l'abonnement Artlist Max qui regroupe tout ce qu'on a vu jusqu'ici et c'est perso celui que j'utilise, je pense, quasiment tous les jours. Donc si Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. Vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits si vous passez par mon lien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un grand merci à tous ceux qui passent par les liens d'affiliation, que ce soit les miens ou ceux des copains créateurs. Vous, ça vous coûte pas plus cher et nous, ça nous permet de continuer à faire nos vidéos. Donc un grand merci pour ça et on reprend notre vidéo. Ok, la montée en ISO maintenant. Bon, avec la compression YouTube, il y a peut-être moyen que ça soit pas hyper évident pour vous, mais il y a quand même une bonne différence, vous allez voir. On a fait plusieurs tests de montée en ISO avec les 3 boîtiers dans les mêmes circonstances, en essayant de respecter les réglages pour avoir la même exposition forcément. Et vu que c'est du log, on a logiquement surexposé légèrement pour gérer au mieux le bruit numérique. Alors les 3 boîtiers peuvent monter à des dizaines de milliers d'ISO. Nous, on a voulu se concentrer entre ISO 800 et ISO 12800, qui sont pour nous les plus exploitables en vidéo sans trop avoir de bruit numérique. Mais quand on regarde les tests, on va voir directement que Sony est clairement devant. C'est là où ils sont réputés et ça se voit bien sur ces tests-là. Mais dès qu'on commence à monter, on voit que Sony a une large avance sur la gestion du bruit numérique, ou du moins c'est mieux géré je trouve. Et plus on monte dans les ISO, plus Canon prend le dessus par rapport à Pana. Le bruit est plus subtil sur le Canon, ou du moins on le voit moins. Alors le Pana se débrouille quand même bien, hein. Là c'est juste qu'on fait des tests un peu, on va chercher le bruit numérique en zoomant à fond dans l'image dans des endroits sombres, mais quand même quand on regarde les 3 boîtiers, on voit quand même une belle différence. A noter qu'en log, l'ISO natif de Canon et Sony est de ISO 800, ce qui veut dire que quand on est en extérieur, on est quasiment obligé d'avoir un filtre ND 6 à 9 stop, là où le Pana démarre à 640 ISO. Alors vous aurez toujours besoin d'avoir ND 6 à 9, mais c'est appréciable quand même d'avoir seulement un ISO 640 chez Pana. Donc sans trop de surprise, c'est Sony qui prend les points ici, suivi du Canon et du Panasonic très proche. L'autofocus maintenant, une catégorie où Panasonic a enfin les épaules pour y rentrer, là où on a déjà du Canon et du Sony qui sont très bien réputés et extrêmement performants. Donc on a fait plusieurs tests avec les mêmes réglages de vitesse d'autofocus forcément, et je vous laisse juger par vous-même. Mais si on regarde bien, Sony et Canon sont extrêmement proches. On n'a pas vu honnêtement de grosses différences entre les deux. Le Pana se débrouille quand même aussi pas trop mal, c'est juste qu'on trouve qu'il est un poil en dessous des 2 autres. En fait, je trouve que le Canon et le Sony gardent mieux le sujet en ligne de mire et le perdent que très peu, même quand il recule. Là où le Pana est un peu plus en galère dès que tu commences à t'éloigner. Alors honnêtement, c'est largement suffisant et le S5 II, il reste quand même très bon en autofocus. Mais évidemment, on est là pour élire le meilleur de la catégorie. On a aussi fait des tests du tracking quand on touche, on va dire un objet et voir comment la caméra du coup le suit. Et là, les 3 ont vraiment bien géré le suivi. Et ça, clairement, en tournage, c'est hyper pratique de pouvoir lock un sujet pour pas perdre ton focus. Donc bon, je vais pas vous cacher que c'est assez compliqué de choisir le meilleur entre Canon et Sony sur cette partie autofocus, donc je vais leur donner tous les deux la première place, suivi de peu par le Panasonic S5 II. Parlons de la stabilisation maintenant. Alors d'emblée, les 3 caméras sont très performantes dans ce domaine. Donc sur le papier, Sony annonce 5,5 stop, le Panasonic 6,5 et le Canon a également 6,5 stop. Mais on peut monter jusqu'à 8 stops avec un objectif stabilisé sur le Canon, c'est quand même une petite subtilité à prendre en compte. Donc sur le papier, Canon est meilleur là-dessus. Alors maintenant, pendant les tests qu'on a pu faire, on n'a pas vu non plus une grosse différence entre Pana et Canon, le Sony étant légèrement derrière pour nous, mais reste quand même toujours performant. A noter qu'on peut avoir des espèces de vaguettes pas ouf dans les coins de l'image avec Canon et avec Pana, surtout quand on a un grand angle et que toutes les stabilisations sont activées. C'est des choses qui peuvent arriver et ça, j'avoue que c'est assez relou. Donc d'un côté, le S5 Mark II a une stabilisation excellente, on dirait limite qu'on est sur un trépied, mais de l'autre, le R6 Mark II est aussi très bon et plutôt bien stable, surtout si vous avez un objectif stabilisé. Donc pour nous, on donne les 3 points au Lumix et au Canon, suivi du Sony.
Un autre aspect un peu négligé que je trouvais important du coup d'aborder, c'est le rolling shutter. Alors le rolling shutter, c'est la déformation des lignes quand la caméra passe rapidement de gauche à droite, ou alors quand on a un objet qui passe très rapidement devant la caméra. C'est un problème qu'on n'a pas sur les capteurs empilés des boîtiers haut de gamme de chaque marque, mais qu'on on a malheureusement avec ce type de boîtier. Clairement, le Sony A7 IV est le moins bon du domaine. On a des lignes assez tordues et quand même ça se voit pas mal. Deuxième, le S5 Mark II qui se débrouille bien, mais pas aussi efficace que le Canon R6 Mark II qui prend donc les 3 points là-dessus. A savoir aussi que quand on filme en 4K 50 avec le S5 II ou le A7 IV, on passe en mode APS-C avec le crop, donc on a beaucoup moins de rolling shutter apparent. Ça reste important à préciser. On va parler maintenant un peu plus des boîtiers, la taille et le poids déjà. Le Lumix pèse 740 grammes, le Canon 670 grammes et à quelques grammes près, le Sony pèse 659 grammes. A savoir que le Sony reste quand même le plus petit, donc prend moins de place dans le sac. C'est donc logiquement lui qui prend la première place. Ensuite, deuxième position, il y a le Canon forcément et on finit par le Panasonic qui est quand même un poil plus lourd. Maintenant pour contrebalancer, je voulais parler de l'ergonomie et du feeling dans la main parce que perso je trouve ça hyper important. Et là c'est un peu le Sony qui prend la dernière place parce que certes il est plus petit mais du coup c'est pas hyper agréable de l'avoir en main par rapport aux autres. Les bords sont droits et ouais alors la prise en main est bonne mais je trouve que ça manque un petit peu de matière pour justement bien l'avoir en main. Là où le S5 Mark II tient mieux en main, il épouse un peu plus, je trouve, les formes de la main, ce qui est du coup beaucoup plus agréable à tenir. Mais le Canon R6 Mark II reste plus agréable que les deux autres selon moi. On a des bords arrondis quasi partout et du coup c'est un réel plaisir de l'avoir en main. Bon alors après les autres aussi, mais je trouve que le Canon est plus agréable à tenir. Tant qu'on est dans les boîtiers, on va rentrer dans les détails. Alors j'aborde pas l'EVF qui est très bon, on a une résolution du viseur de 3,69 millions de points sur les 3 boîtiers, ce qui est quand même très agréable. Pareil sur la personnalisation des boutons, on a globalement les mêmes possibilités de changement et d'attribution sur chacun. Par contre, les écrans sont un peu différents. Alors certes, ils sont tous tactiles et retournables, c'est devenu quasiment la norme maintenant, mais la définition n'est pas la même et ça du coup avec le temps, j'ai commencé un peu à le remarquer. Le Sony arrive dernier de cette catégorie avec 1,03 million de points, ce qui est quand même pas mal mais c'est pas le plus précis. Ensuite, on a le Canon R6 Mark II avec 1,62 million de points et pour finir, on a le S5 Mark II de Lumix avec 1,87 million de points. C'est assez subtil, mais je trouve que je voyais mieux sur l'écran du Canon et du Pana par rapport au Sony. Donc voilà, je voulais un petit peu le mentionner. Encore une fois, ça reste très bon chez Sony, mais quand même, j'ai vu une petite différence, notamment avec le Pana. Si on parle de connectique aussi, il y a des petites différences. Là, c'est Sony qui est devant parce qu'il a du coup 2 slots carte SD compatibles UHS-2, dont une qui est quand même compatible avec une CF Express type A. On a également une vraie prise HDMI sur le côté avec les classiques USB, tout ça. Ensuite, il est suivi plutôt de près avec le Pana qui lui aussi a une vraie prise HDMI. Lui, il a également 2 slots SD UHS 2, sauf que là, on n'a pas la lecture de CF Express, mais honnêtement, c'est largement suffisant. Et Canon arrive en dernière position avec sa prise micro HDMI qui est pas fiable de fou, quoi. Aussi, on a une espèce de petits morceaux de plastique qui viennent protéger, entre guillemets, les connectiques, mais ça fait pas très pro, je trouve. Bon, on a également 2 slots SD UHS 2, mais on a malheureusement la prise micro HDMI qui passe pas très bien. On arrive bientôt à la fin de la vidéo et il y a quand même une catégorie que je me devais de vous parler parce que je le fais assez souvent dans mes vidéos. Ça va être la partie un peu plus feature, c'est tous les petits plus que les caméras proposent et que les autres n'ont pas. Chez Canon, on avait False Color qui est quand même un outil hyper pratique pour bien exposer notre plan. On a également le pré-enregistrement pour être sûr d'avoir le beau moment quand on filme. Le shutter qui se ferme aussi quand on veut changer d'objectif, ça c'est hyper pratique. Chez Sony, on a on va dire les outils classiques mais pas grand chose de plus je trouve par rapport aux autres. On a également l'obturateur qui se ferme à l'ouverture quand on change d'objectif, mais je trouve que ça manque un peu de petits plus par rapport aux autres. Là où le Lumix, on a quand même bien plus d'outils et de petites choses justement intéressantes. On a la possibilité déjà de filmer en open gate, donc en 4:3, et ça pour les contenus verticaux et horizontaux, c'est pépite. On a aussi une vraie partie anamorphique avec une stabilisation dédiée, un D-squeeze en interne. Bref, le S5 Mark II a pour nous plus d'outils et plus de justement petits plus par rapport aux autres, donc c'est lui qui prend les 3 points. A noter que l'obturateur ne se ferme pas quand on change d'objectif sur le Lumix, donc ça c'est un petit point négatif je trouve. Donc premier Pana, on a ensuite Canon qui reste quand même performant avec des features vraiment pratiques
pratique et utile. Et pour finir, Sony, qui est quand même complet, mais on trouve quand même que ça manque par rapport aux autres. Aussi très important, mais quand on choisit une caméra, on choisit les objectifs avec. C'est limite plus important que le boîtier, donc je me devais de vous en parler. Chaque marque a sa monture, parfois même plusieurs, notamment chez Canon avec ses EF et ses RF. Chez Canon, on a donc des optiques de très bonne qualité que tu peux garder longtemps et même que tu peux mettre sur des caméras un peu plus cinoches, notamment chez Red. Mais ça reste des optiques très chères et on n'a pas énormément de choix non plus. Là où Pana, avec sa monture L, on a de plus en plus de choix, que ce soit en interne, mais aussi avec des marques tierces, notamment Sigma, qui proposent une large gamme d'optiques. Mais les deux sont quand même en dessous de la diversité que propose la monture FE de Sony. On a des objectifs en interne, on a des objectifs des marques tierces comme Tamron ou Sigma qui sont excellentes et surtout plutôt abordables. Donc c'est normal que Sony prenne les points là-dessus, suivi du Pana, puis de Canon. Et dernière catégorie et pas des moindres, le prix. Boîtier nu, le Canon R6 Mark II coûte 2899 €, soit du coup le plus cher et du coup c'est lui qui prend la dernière position. Ensuite, on a le Sony A7 IV au prix de 2799 €, soit 100 € de moins que le Canon. Mais là où Panasonic fait quand même très fort, le Lumix S5 Mark II est au prix de 2199 €, soit 600 € de moins que son dauphin, le Sony. C'est quand même une belle différence de prix qu'on ne peut qu'apprécier. Alors on a vu quand même pas mal de catégories différentes, honnêtement on aurait pu en mettre plein d'autres, mais il faut quand même essayer de garder une vidéo qui dure pas 3 heures. Donc on va additionner tous les points pour voir quel est notre podium et surtout qui est notre grand gagnant. Alors normalement, si vous avez été attentif, vous avez dû voir que le grand gagnant c'est le Lumix S5 Mark II qui récupère le plus de points avec 39 au compteur, suivi de très près par Canon et Sony qui sont ex-aequo à 38 points. C'est assez drôle de voir que quand même ils sont hyper proches, je vous jure qu'on n'a rien trafiqué pour avoir ces scores là. Bien sûr, certains d'entre vous vont pas être d'accord avec les points qu'on a accordés dans telle ou telle catégorie, mais c'est comme ça, c'était notre système de notation avec notre vision et on a essayé d'être le plus objectif possible. Donc sur le papier, c'est le S5 II qui est du coup la caméra la plus complète du marché moyen de gamme à l'heure où je tourne la vidéo. Est-ce que ça veut dire que le Sony A7 IV ou le Canon R6 Mark II sont moins bons? Absolument pas. On voit que chaque constructeur a ses points positifs et négatifs. Forcément, en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez peut-être vous diriger plus vers une marque plutôt qu'une autre. Mais honnêtement, vous prenez n'importe laquelle de ces caméras, vos vidéos seront bonnes visuellement, j'entends. En fait, on arrive à un point où peu importe la caméra que vous choisissez ou que vous avez, ça fera très bien le travail. Les évolutions technologiques font qu'aujourd'hui, il y a peu de différence entre les marques et du coup, tant mieux. Personnellement, après avoir fait du coup cette vidéo et testé les caméras dans différents projets, je me rends compte que je m'en fous un peu de la caméra que j'ai entre les mains. Je sais qu'en fait, qu'avec n'importe laquelle, je vais pouvoir réussir à avoir le résultat que j'ai en tête. Donc en fait, ça change quasiment rien à la qualité de mes vidéos. C'est surtout que je me rends compte que oui, il y a des plus sur certains boîtiers ou des marques, mais la caméra parfaite n'existe pas. Donc à vous de choisir celle qui fait le mieux pour vous et rester avec cette marque-là. Surtout si vous avez investi dans les optiques. L'investissement des objectifs est bien plus important que celle du boîtier. Demain, on aura tous plus ou moins les mêmes capacités de caméra entre nos mains. La seule différence qui fera que vous êtes meilleur plutôt qu'un autre, c'est comment vous savez vous en servir et surtout si vous avez les bons codes de réglage, de composition et surtout de storytelling. D'ailleurs, je travaille sur un gros projet pour vous proposer un peu toutes ces choses qu'on vient de voir là-dessus. Ça devrait arriver d'ici quelques mois, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner à la newsletter qui est du coup en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que c'est important pour nous d'avoir un petit peu votre retour là-dessus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. La bise.